Bonjour. Donc, voilà, bon, voilà, à nous. Bonjour à toutes et à tous, à chacun et à chacune. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour cette seconde séance d'histoire, de sociologie politique et des institutions. Et j'avais eu l'occasion, lors de la première séance, d'introduire et de poser un petit peu quelques jalons et, je dirais, quelques bases de ce qu'il est convenu d'appeler un décor théorique. Alors, le fil conducteur, vous l'avez bien saisi, je crois, c'est le concept, et non pas le mot ou la notion, de citoyenneté. Et il s'était agi de bien distinguer les discours quotidiens, donc qui mobilisent le mot citoyenneté, des discours politiques qui utilisent la notion de citoyenneté, de bien distinguer à la fois l'usage du terme citoyenneté quand il est uniquement défini comme un mot, quand il est uniquement défini comme une notion, donc de l'usage de ce qu'il est convenu d'appeler le concept de citoyenneté, à savoir l'outil théorique, l'outil scientifique qu'il faut mobiliser pour non pas agir sur le politique, mais comprendre et expliquer la vie sociale, la vie politique. À cet égard, on ne peut pas ne pas signaler que Émile Durkheim aurait tout aussi bien pu nommer la nouvelle discipline, donc la sociologie socius, logos, discours sur le social. Il aurait pu tout aussi bien intégrer ou définir la sociologie comme science politique, scientia politica, que comme, au final, il a choisi d'insérer ou de définir la sociologie comme une science sociale, science humaine et sociale, faisant partie des SHS, sciences humaines et sociales, et non pas comme science politique. Du grec polis, la cité. Alors, où en étais-je au moment où nous nous sommes quittés lors de l'introduction, de la présentation de la première partie, bien sûr, intitulée la citoyenneté, de la notion, en sous-titre de la notion au concept. J'en étais au point 1.1 qui concernait justement l'intériorisation de cette fameuse citoyenneté. Il s'agit d'abord, pour poursuivre et prolonger et ouvrir la présente séance, pour poursuivre ce point 1.1, autour de l'intériorisation
de la citoyenneté, il s'agit de dire d'abord que cette intériorisation de la citoyenneté ne va pas de soi, loin s'en faut. Et il y a toute une série d'amalgames qu'il s'agit pour nous de lever. En effet, ce qu'il est convenu d'appeler les incivilités renvoie aux problèmes, aux troubles qui traversent la société civile. Alors que si les incivilités renvoient à la société civile, la citoyenneté appartient pour l'essentiel, en tout cas sociologiquement, au champ, pour parler comme Pierre Bourdieu, au champ politique et institutionnel, au champ politique et juridique. De plus, il m'apparaît aussi central de noter que la citoyenneté est une base pour définir un statut, en l'occurrence un statut juridique, un statut clairement défini par la loi. Et dire que on est citoyen d'une nation, citoyen d'une société, citoyen d'un État-nation, eh bien, c'est rappeler aussi son appartenance. Être citoyen d'une nation, c'est avoir la possibilité d'accéder à toute une série de droits. Citoyen allemand, aux droits allemands, à la société allemande, à l'État-nation allemand. Citoyen français, aux droits de la société française, aux droits liés et proposés aux citoyens, donc français. Aux droits, mais aussi aux devoirs. Nous reviendrons bien sûr plus tard sur cette dimension centrale du concept de citoyenneté, à savoir les droits et les devoirs des citoyens. Mais ce statut de citoyenneté est une production sociale. Ce statut de citoyenneté a évolué au fur et à mesure des transformations historiques des sociétés, des transformations juridiques, des transformations institutionnelles. Et donc, la citoyenneté a acquis progressivement, acquiert par là, si vous voulez, un fondement culturel au sens le plus sociologique du terme. Au même titre d'ailleurs que la civilité, qui est elle aussi une production sociale. Alors, quand on parle de citoyenneté, il s'agit de bien avoir en tête que cette réalité, la citoyenneté qui renvoie à une culture citoyenne, est une réalité multidimensionnelle, est une réalité polymorphe. La plupart des auteurs, politistes, philosophes politiques, sociologues, relèvent au moins 3 aspects de la citoyenneté. Ainsi, les sociologues politiques s'accordent tous à penser que, premièrement, il s'agit d'un idéal. La citoyenneté renvoie à des valeurs
des valeurs qui mobilisent les acteurs. Vous les connaissez pour voir à l'entrée des administrations, des institutions de la République, ici même, à l'université, les 3 valeurs qui sont réaffirmées au fronton des bâtiments: la liberté, l'égalité et la fraternité entre les citoyens. Ainsi, d'abord, la culture citoyenne, la citoyenneté est un idéal, c'est-à-dire des valeurs qui sont réellement, très concrètement, mobilisatrices. Deuxièmement, la citoyenneté est un ensemble de normes institutionnelles, de normes juridiques ou de normes politico-juridiques. C'est-à-dire, je l'ai dit précédemment, je l'ai évoqué à l'instant même, des normes juridiques, c'est-à-dire de droits, une série de droits et de devoirs qui se légitiment les uns les autres. Il y a une interaction, bien sûr, entre les devoirs et les droits qui se légitiment les uns les autres et sont donc garantis par les textes, garantis par la loi, garantis par le pouvoir politique. En sachant que l'État, le pouvoir politique, s'exerce encore, et c'est le cas pour la France, le pouvoir politique s'exerce pour l'essentiel dans le cadre de l'État-nation. C'est-à-dire qu'il faut bien entendre ces 3 mots, État, nation, société, qu'il ne faut pas confondre, mais qui, pour le cas français, semble être une sorte d'équation. L'État égale nation égale société. Et la France, en la matière, nous semble être assez singulière sur la planète. Je ne dirais pas unique, mais en tout cas, en France, on confond aisément ces 3 concepts, d'État, de nation et de société. Troisièmement, enfin, c'est un certain nombre de pratiques. La culture citoyenne, c'est un certain nombre de pratiques concrètes des citoyens qui participent activement à la vie politique, à la vie sociale. Ainsi, au sens sociologique, nous pourrions dire que 3 composantes permettent de rendre compte de cette culture citoyenne. Les normes, les valeurs et les conduites sociales. Les conduites concrètes, par exemple les élections, la participation aux élections. On voit bien là qu'il s'agit de parler de culture. Ce sont des éléments d'une culture, la culture citoyenne. D'une culture au sens sociologique du terme, cela veut dire tout simplement que cela n'a rien de naturel du tout, la citoyenneté, qui est au contraire extrêmement variable, la citoyenneté, selon les époques, selon l'espace temporel, le temps, mais aussi selon les lieux. Donc selon les lieux et les époques, il apparaît véritablement que la culture citoyenne est bien un construit historique. Qu'il s'agit, pour les sociétés, en conséquence, d'acquérir. Pour les individus aussi, donc. Un construit historique qui devra être non seulement acquis, mais transmis aussi
aux générations qui se suivent, transmis pour survivre et pour que cette culture se développe. J'aimerais insister sur l'idée chère à la sociologue, anthropologue, on pourrait presque dire sociologue politique, anthropologue politique, Dominique Schnapper, qui rappelle que la citoyenneté est un idéal universel et qui n'est pas, loin s'en faut, inné. Il suffit, à cet égard, de rappeler que la démocratie, avec laquelle, évidemment, elle est en relation extrêmement étroite, parce que définir la citoyenneté, c'est parler de la démocratie. Définir la démocratie, c'est parler de la citoyenneté. Il y a donc une relation, pour reprendre le mot d'Edgar Morin, encore une fois, une relation dialogique entre culture citoyenne et démocratie. Donc la démocratie est en étroite relation avec la citoyenneté, mais rappelons que la démocratie, comme système politique, eh bien, n'est généralisée aujourd'hui, donc ni dans l'espace, au moins dans la moitié des États du monde actuel, donc toutes les sociétés ne sont pas, on pourrait presque dire malheureusement, démocratiques. Donc la démocratie, la citoyenneté, ne sont généralisées ni dans l'espace aujourd'hui, ni dans le temps. La société française n'a pas toujours été, loin s'en faut, gérée de manière démocratique, et ce, à partir des valeurs, précisément, de la culture citoyenne. En effet, la démocratie a connu, parfois, de très longues éclipses. Citons, après les philosophes politiques, plus de 1000 ans entre son, entre guillemets, invention par la Grèce antique et sa redécouverte à partir, je l'ai dit lors de la présentation, à partir de la Renaissance en Europe et singulièrement en France. Il y a eu aussi des éclipses particulièrement dramatiques. On peut même parler de retour à la barbarie par les fascismes et les différents totalitarismes de l'entre-deux-guerres et bien sûr au XXe siècle. Mais il y a eu aussi de profondes transformations, de profondes mutations qui ont traversé ce que l'on appelle les démocraties. La démocratie en Grèce, à Sparte, à Athènes, était considérée comme une démocratie directe. Mais cette démocratie, ces démocraties spartiates, athéniennes, pour rester dans cet univers hellénique, dans la Grèce antique, ces démocraties comportaient, on le sait, une minorité de citoyens. La plupart des citoyens, dans ces cités grecques, Athènes, Sparte, mais aussi dans la cité italienne de Rome, eh bien, comportaient, ces sociétés, pourtant démocratiques, comportaient près de 80, voire 90% de population non considérés comme des citoyens
mais plutôt inscrit dans ce grand groupe complexe, effectivement, des esclaves, issus la plupart du temps des guerres entre les cités. En tout cas, elle comportait vraiment une très faible minorité de citoyens. Quand on a en tête les démocraties plus récentes, nées au XVIIIe siècle, par exemple en 1776 aux États-Unis d'Amérique et en France en 1789, eh bien, ces démocraties que l'on peut considérer comme nouvelles par rapport aux démocraties athéniennes et spartiates ou romaines, elles sont plutôt des démocraties représentatives. Elles sont représentatives parce que organisées dans le cadre de l'État-nation, et elles continueront, elles connaîtront des évolutions, elles connaîtront un élargissement continuel, une augmentation des droits civils, des droits politiques, des droits sociaux des citoyens. Ces droits politiques, sociaux et civils des citoyens renverront à ce que l'on appelle aujourd'hui des garanties judiciaires aux personnes. Pensons aussi, en termes de progressivité, à l'établissement très progressif du suffrage, des élections, du suffrage, par exemple le suffrage universel. Et plus récemment encore en France, ayons en tête la mise en place d'un État-providence. Ainsi, s'il y a une notion importante pour appréhender le concept de citoyenneté, c'est bien la notion de valeur. Il s'agit d'abord d'une éthique de l'intérêt général, désignée comme souci du bien commun ou comme recherche d'un optimum social par l'organisation d'un espace commun, d'un espace public aux concitoyens. La res publica. Res, chose, publica, public, la République. La chose publique. Qui peut se concevoir à différents niveaux. Au niveau local, au niveau national, au niveau mondial aussi, la chose publique peut être conçue non seulement dans le cadre national, mais aussi dans le cadre international, comme par exemple l'Europe, et, bien entendu, aussi dans le cadre mondial. L'espace public est en fait le lieu de liens sociaux, le lieu où se rassemblent des femmes, des hommes, auxquels, justement, cet espace public, des femmes et des hommes, des citoyens et des citoyennes, qui participent dans une égalité de droits. Les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est un rappel très important, me semble-t-il, d'un article central de la Constitution française, de la Constitution de la République française. Cette perception de la vie politique, cette perception du corps politique, comme association d'individus totalement libres, n'a absolument rien de naturel. Il s'agit bien d'une conception contractualiste. Le contrat.
une conception contractualiste du lien entre les acteurs, du lien entre les citoyens, du lien politique, donc du lien entre les citoyens dans la cité. Cette conception contractualiste renvoie bien entendu à l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, qui date de 1762. Et donc ces conceptions contractualistes se sont peu à peu imposées contre de fortes résistances. Les révolutions politiques modernes, comme celle de 1789 par exemple, se sont effectivement accompagnées de guerres civiles. Et encore aujourd'hui, cette conception beaucoup plus volontariste, beaucoup plus volontaire, d'un ordre social organisé, d'un ordre politique organisé, d'un ordre organisé de la société, cette conception d'un bien commun est récusée, remise en cause, critiquée par une pensée économique, je ne dirais même pas libérale ou néolibérale. Je dirais tout simplement que cette conception contractualiste des rapports sociaux, cette conception de construction volontaire d'un ordre organisé, est remise en cause par une pensée ultralibérale qui oppose un ordre naturel, inintentionnel, sans intention, celui de, je cite le concept, entre guillemets, de la main invisible du marché. La main invisible du marché. Un ordre naturel, qui serait naturel et inintentionnel, dans cette vision ultralibérale, qui tend à remettre en cause la volonté des citoyens de s'organiser ensemble. Ensuite, cet espace public, citoyen, a une dimension très importante, c'est une dimension spécifique. Cet espace est égalitaire. Et justement, c'est cette égalité de droits et de dignité, et là je vous renvoie à l'article 1 des déclarations de 1789, mais aussi de 1948, la fameuse déclaration des droits de l'homme. Cette égalité de droits qui soude notre communauté des citoyens. Le symbole moderne en est tout simplement le suffrage universel, avec son principe « un homme égale une voix », qui est en rupture, en totale rupture, avec les autres types de liens sociaux, qui sont généralement foncièrement inégalitaires. En économie marchande, c'est le principe « un franc égale une voix », comme le dit aussi Jean-Paul Fitoussi, économiste. De même, pour le lien communautaire, les groupes sociaux dont les individus sont membres ne sont en général pas égaux, malheureusement, en dignité, notamment pour les minorités, souvent très socialement disqualifiées, pour reprendre le concept défini, élaboré notamment par le sociologue de la pauvreté Serge Paugam, P-A-U-G-A-M. La citoyenneté ne renvoie pas uniquement à des normes. La citoyenneté renvoie aussi à des valeurs. La citoyenneté renvoie aussi à des normes extrêmement concrètes. Elle concerne, là aussi, les droits et les devoirs.
cet ensemble de valeurs citoyennes, l'égalité, la liberté, et aussi la responsabilité, qui apparaît comme la contrepartie nécessaire de la liberté, va alors s'incarner, cet ensemble de valeurs citoyennes, va s'incarner dans des normes très concrètes, dans un ensemble complexe de normes qui concernent les droits et les devoirs des citoyens, articulés, je l'ai dit tout à l'heure, donc, les uns aux autres, pour former un statut juridico-politique garanti pour l'essentiel dans le cadre d'un État-nation. À ce titre, il est lui aussi variable selon les époques et les pays, et il faut rappeler ici la célèbre classification de Marshall en 1950 qui distingue les droits civils comme la liberté de conscience et de pensée, le droit à un procès équitable, le droit de propriété, qui distingue donc les droits civils, les droits politiques, par exemple le droit de participer à l'élection des dirigeants politiques sur la base d'un suffrage universel et égal, droit d'être candidat à l'éligibilité aux fonctions publiques, politiques, droit de concourir pour les emplois publics, et enfin, les droits socio-économiques, droit de se syndiquer, droit au travail, à la santé, à l'éducation. Il faut en effet attendre, en général, le XXe siècle, pour voir les États occidentaux, la France par exemple, mettre en œuvre ces derniers, c'est-à-dire les droits socio-économiques, dans le cadre de l'État-providence, ou mieux nommé encore, dans le cadre de l'État social. Ceci a permis en particulier d'intégrer les couches populaires, les classes laborieuses, qui, entre guillemets, campant aux portes de la cité, fin des guillemets, étaient alors perçues comme des classes dangereuses. Mais on sait aussi que le maintien, l'extension de ces droits sociaux reste fragile, sans cesse contesté par les courants libéraux au sens économique du terme. Pour résumer, provisoirement, pour l'instant, ce qui n'est qu'une notion, la citoyenneté, nous voyons comment la citoyenneté apparaît progressivement comme un principe qui permet d'inclure. C'est un principe d'inclusion qui intègre dans la même unité, dans le même espace politique, justement, c'est-à-dire l'unité politique, c'est la nation démocratique, qui intègre l'ensemble des citoyens, et ce, malgré et au-delà de leurs différences de profession, de religion, je ne dirais pas de race, mais d'ethnie, d'âge, ou encore de région. L'intégration de citoyens réunis dans une même, entre guillemets, communauté de citoyens, pour reprendre le beau concept, encore une fois, de Dominique Schnapper. C'est d'ailleurs l'un des titres, c'est le titre d'un des ouvrages de l'auteur, La communauté des citoyens, publié par les éditions Gallimard. En fait, l'horizon de la citoyenneté, comme l'horizon de la démocratie dans la République, est un horizon universel. En effet, on parle à cet égard d'individus totalement abstraits.
La citoyenneté, c'est un concept. Le citoyen est un individu abstrait, sans identité, sans identité autre que celle d'individus, d'hommes, de femmes, dans sa condition humaine universelle. Cette participation, cette appartenance citoyenne permettent alors la fabrication d'un sentiment d'appartenance. Et dans cette mesure, la participation citoyenne, l'appartenance citoyenne sont source d'identité collective. Sous quelle forme? Sous la forme d'un sentiment national de solidarité, capable de transcender les intérêts particuliers et les identités spécifiques. Par là, il permet, ce sentiment, de réguler les inégalités et les conflits internes à un espace sociopolitique de très large dimension, comme par exemple la nation, ce qui peut aller, on le voit sur les monuments aux morts, notamment de la Seconde Guerre mondiale, ce qui peut aller jusqu'au sacrifice suprême, mourir pour la patrie, en cas de menace extérieure. Comme l'ont montré, et les historiographes, les historiens modernes l'ont rappelé à maintes reprises, comme l'ont montré les patriotes de 1792 à Valmy, les poilus de 14-18, ou encore les résistants français de 1940-1944. On pourrait poursuivre la définition, l'évocation de cette notion de citoyenneté en rappelant que, après avoir évoqué les valeurs, après avoir à l'instant même rappelé le deuxième aspect, les normes concrètes qui concernent les droits et les devoirs, on pourrait enfin rappeler que la citoyenneté, c'est aussi toute une série de pratiques citoyennes. La citoyenneté recouvre effectivement une multitude de comportements, d'attitudes, de pratiques, de praxis, au sens grec du terme, un ensemble de pratiques citoyennes, notamment de participation à la vie publique de la cité. Que ce soit localement, nationalement, ou même dans l'espace mondial. La participation peut prendre différentes formes. La plus conventionnelle, c'est la participation aux élections, ordonnancées, gérées, organisées par les gouvernements. Mais les pratiques, peuvent être inscrites dans un univers conventionnel, mais elles peuvent être aussi totalement non conventionnelles, dans le cadre, par exemple, d'actions collectives autonomes, de protestations publiques, par voie, par exemple, par la grève, les manifestations, les pétitions, ou même l'adhésion à des associations
à vocation locale, les associations de quartier, par exemple, dans les villes, comme à Rennes, à vocation plutôt sociale, de type secours populaire ou encore resto du cœur, socio-professionnelle, par exemple l'appartenance à des confédérations de syndicats, par exemple syndicats de salariés, ou encore on peut aussi évoquer dans les pratiques citoyennes la dimension internationale avec les actions, la participation aux actions par exemple de Greenpeace ou Amnesty International, etc. C'est extrêmement divers, multiple, complexe. En tout cas, pour le sociologue, nous avons affaire à des pratiques actives de participation à ce qu'il est convenu d'appeler, effectivement, la vie collective, la vie politique. Et donc, ces attitudes, ces comportements, ces pratiques sont effectivement beaucoup plus développés dans les pays anglo-saxons, comme le notait déjà, il y a 2 siècles, Alexis de Tocqueville dans son livre intitulé « La démocratie en Amérique », de la démocratie en Amérique, publié par Alexis de Tocqueville. En tout cas, ces pratiques sont plus développées dans les pays anglo-saxons, où, justement, on différencie ce type de pratique de participation citoyenne en différence avec une citoyenneté, entre guillemets, par le haut. Une citoyenneté beaucoup plus passive, parce que instituée par les dirigeants. Comme l'illustrait par exemple le chancelier Bismarck en Allemagne, organisant à partir de l'État les assurances sociales pour les travailleurs du Reich allemand à la fin du XIXe siècle. Bref, de façon générale, on définit le terme de civisme, on désigne par ce mot l'ensemble des comportements, l'ensemble des attitudes marqués par l'attachement et par l'engagement des individus au principe de la citoyenneté, notamment dans leur aspect devoir et responsabilité envers la vie collective. On parlera alors, à cet égard, de l'esprit civique. Alors, plutôt que de poursuivre le propos et d'avancer plus avant sur les notions d'incivilité, sur le sentiment, justifié ou non, d'insécurité, il me semble plus intéressant, plus judicieux en tout cas, de proposer un retour sur la conceptualisation en sociologie politique, une conceptualisation générale sur la problématisation
sur la, comment dirais-je, la définition, non pas uniquement de la notion de citoyenneté, telle que nous venons de l'évoquer, mais à partir de l'élaboration progressive, puisque c'est le fil conducteur de notre problématique dans le cadre de cet enseignement de sociologie politique et des institutions. Le point numéro 2 de cette première partie, donc 1.2, la citoyenneté, 2 points, discours et pratique. La citoyenneté, pour le point 1.2, la citoyenneté et en sous-titre discours et pratique. Alors, malgré tout, il s'agit de revenir sur le contexte de l'approche sociologique, c'est-à-dire le contexte disciplinaire de la réflexion. En rappelant d'emblée, pour ouvrir ce second point de la première partie ou du premier chapitre, si vous voulez, il s'agit de revenir sur le fait de rappeler que la sociologie renvoie bien, d'abord et avant tout, à un mode de raisonnement hypothético-déductif. Je pose toute une série d'hypothèses, une hypothèse puis un faisceau de sous-hypothèses, et je confronte ensuite, tel Gaston Bachelard, dans le Nouvel Esprit Scientifique, je confronte ensuite ces réponses anticipées, qu'on appelle des hypothèses, des réponses anticipées aux questions que l'on se pose. Je confronte ensuite ce faisceau d'hypothèses aux réalités vécues et pensées. La sociologie renvoie, de mon point de vue, bel et bien à un mode de raisonnement hypothético-déductif. La sociologie politique, en tout cas, telle que je me permets de la concevoir. Mais la sociologie renvoie aussi à un mode d'interprétation, un logos, un discours, un projet scientifique, et non pas uniquement à un mode de description, graphie, la sociographie. La sociologie est un mode d'interprétation et non pas de jugement, et surtout pas de jugement de valeur, à propos de ce que l'on considérerait comme des pratiques rationnelles. C'est un mode d'interprétation des pratiques, des discours, des opinions des acteurs, des opinions, des pratiques, des enquêtés. Et nous voyons bien, quand on s'intéresse à la genèse en sciences humaines et sociales, eh bien, nous voyons bien que la sociologie politique n'est pas uniquement une sociologie spécialisée. Ce n'est pas non plus une sociologie générale. La sociologie politique est bel et bien une sociologie transdisciplinaire qui traverse toute la société, qui traverse toutes les sous-disciplines, toutes les sociologies particulières, singulières. Sociologie rurale, sociologie urbaine, sociologie de la santé, sociologie des relations interethniques et des minorités, sociologie de la jeunesse, sociologie du pouvoir, etc. etc. Et donc, non seulement la sociologie politique est transdisciplinaire, mais pour analyser sociologiquement la vie sociale, la vie politique, il s'agit de mobiliser aussi d'autres disciplines,
que l'on peut considérer comme des disciplines voisines. Je pense au droit, à l'économie, à l'histoire, à la géographie, et bien entendu à la philosophie, etc. Ou à la psychologie. Et donc, dans cette réflexion à la fois disciplinaire et pluridisciplinaire, transdisciplinaire, il s'agit de se rappeler, d'avoir en tête l'autonomie de la pensée, la nécessaire autonomie de la pensée par rapport à toutes les formes possibles, à tous les groupes au pouvoir. Autonomie par rapport au pouvoir politique. Autonomie de la pensée sociologique par rapport au pouvoir politique. Autonomie de la pensée sociologique par rapport au pouvoir économique. Mais aussi, d'une certaine mesure, autonomie de pensée par rapport au pouvoir culturel. Ainsi, on comprend aisément que, en fait, tout acte pédagogique, et a fortiori un enseignement, est un acte aussi politique, au sens grec du mot polis. La politique, les politiques, le politique. La politique agricole, la politique sanitaire, eh bien, peut être considérée comme une politique particulière. Il y a plusieurs politiques. La politique, les décisions politiques, la mise en place des décisions par le bras armé du politique, à savoir l'administration, la politique, est composée de politique au pluriel. La politique, donc, s'inscrit dans des politiques, et les politiques s'inscrivent dans le politique. Le politique, au sens le plus noble du terme, le politique, le rapport, justement, la vie sociale, le politique, la vie dans la cité, la vie de la cité, avec le rapport entre ce qui est public, les pouvoirs publics, et ce qui est privé. Donc, les organisations privées, l'État et la société civile. La politique s'inscrit dans les politiques s'inscrivent dans le politique. Là dans les dans le. La sociologie diffère effectivement des autres sciences au moins sur un point. On exige d'elle une accessibilité que l'on ne demande pas à la physique. On ne demande pas de la chimie, de la physique, ou même de la philosophie, que tout le monde comprenne, que ces disciplines soient accessibles, directement accessibles. Quand un prof de chimie n'est pas compris par des élèves, on estime que les élèves n'ont pas le niveau. Quand un sociologue s'exprime et qu'il n'est pas compris, on estime qu'il n'est pas clair dans sa démonstration, dans son expression, dans sa phraséologie. Je ne devrais donc pas avoir besoin de rappeler qu'aucune science n'engage des enjeux sociaux de manière aussi évidente, aussi évidemment que la sociologie. D'où précisément la difficulté particulière de sa transmission. Encore une fois, on ne peut pas ne pas se méfier de notre sociologie spontanée. Truffée de préjugés, truffée de prénotions, d'idéologies, pour parler comme Marx,
Et donc, dans le cadre de ce deuxième point, 1.2, où il s'agit d'évoquer la citoyenneté progressivement comme concept, mais à travers les discours et les pratiques, praxis et logos, nous nous devons de faire quelques remarques. Pour aujourd'hui, une série de 4 remarques. La première, pour parler de culture citoyenne, il faut évoquer d'abord ce qu'est une culture. La culture est d'abord une construction sociale et ne saurait être un système clos, ni même une simple tradition à conserver. La culture est en renouvellement constant. La culture permet de garder les frontières d'une collectivité particulière. Il ne s'agit pas d'une simple notion, la culture citoyenne par exemple, la culture, il ne s'agit pas d'une simple notion, mais véritablement d'un concept scientifique, c'est-à-dire descriptif, en utilisant le concept de culture, on rend compte, on donne à voir, on visibilise des réalités. C'est descriptif et non normatif. C'est un concept scientifique qui permet d'interroger, qui permet d'analyser et qui permet d'interpréter la réalité sociale. On le voit bien, la culture ne doit jamais être ni utilisée comme un simple mot, ni comme une simple notion. Et il s'agit à cet égard de rappeler les préceptes dont on a présenté l'essentiel au premier semestre en histoire et théorie de la sociologie, les préceptes de la méthode, des règles de la méthode sociologique, selon Émile Durkheim. En partant de l'idée, en effet, que la culture est bien un fait social, et même un fait social total. Elle a une première dimension, c'est cette extériorité par rapport aux acteurs sociaux. Elle a une seconde dimension, c'est toute la dimension contraignante, la contrainte. Elle a une troisième dimension, c'est celle de l'intériorisation de la culture. Intériorisation à travers les 4 dimensions du fait social total. La culture citoyenne a ainsi une dimension 1. Économique, 2. Politique, en sociologie politique c'est une évidence, 3. Technique, 4 enfin, culturel. Je voudrais souligner ici que les ethnologues ont, de mon point de vue, une fâcheuse tendance à exagérer l'originalité de la culture, l'originalité des cultures qu'ils étudient. Deuxième remarque,
dans cette série d'éléments susceptibles de nous faire avancer et d'avancer dans une meilleure appréhension de la citoyenneté. Et cette deuxième remarque va concerner un mot, une notion qui traverse les rapports sociaux, les liens sociaux, les discours sociaux, qui traverse les médias, les réseaux sociaux. C'est la notion de multiculturalisme. Cette notion qui est maintenant parfois remise en question renvoie schématiquement à deux réalités, deux représentations sociales, deux représentations totalement opposées de la démocratie. La première, celle des États-Unis, société pluriculturelle, basée sur l'autonomie des communautés, communautés ethniques, communautés professionnelles, communautés même sexuelles. Dans le cadre de la mondialisation, le multiculturalisme intéresse les libéraux. Il s'agit de faire vendre de la culture et vendre à ceux dont on connaît la culture. Alors, cette appréhension, que l'on dira anglo-saxonne, de la culture, multiculturelle, multiculturaliste, s'oppose à l'appréhension aux représentations sociales de la France, où l'appartenance est l'identité nationale. Cette identité nationale qui ne reconnaît pas, ou si peu, les minorités. On repère très facilement, presque spontanément de mon point de vue, les excès et les limites des deux positions extrêmes. Refuser à la fois l'ethnicisation de la société et le droit fondamental des individus d'appartenir à plusieurs communautés. J'en arrive à la troisième série de remarques concernant bien sûr toujours la notion de culture citoyenne. Au-delà des différences, au-delà des spécificités de discipline, les sciences humaines et sociales s'intéressent à la relation entre les individus et analysent la réalité sociale comme un jeu permanent d'identité-altérité. Pour reprendre le mot de l'anthropologue de l'École des hautes études en sciences sociales, Marc Auger. L'attribution de caractéristiques par l'autre, l'autre qui est considéré comme un autrui légitime, d'où un travail de théâtralisation permanent des acteurs sociaux, qui, en fait, jouent des rôles sociaux. Là, par exemple, en ce moment, j'essaie de jouer le moins mal possible mon rôle d'enseignant-chercheur à l'université. Et vous, devant vos écrans respectifs, vous jouez aussi un rôle, en l'occurrence celui d'étudiante ou d'étudiant en sociologie. Alors, cette théâtralisation concerne bien entendu les liens sociaux, mais est l'occasion aussi
de la fabrication d'identité, et donc de la culture, et notamment de la culture citoyenne. Alors, enfin, j'avais dit une série de 4 remarques, ou 4 séries de remarques. Enfin, je voudrais insister sur le fait que la citoyenneté renvoie bel et bien au cadre législatif et aux institutions. C'est-à-dire que la citoyenneté renvoie véritablement au concept de politique. Mais la citoyenneté renvoie aussi, outre au cadre législatif et aux institutions, à la notion d'autonomie, à la notion d'intégration des personnes. Et donc, à la notion d'identité, de sentiment d'appartenance. Et enfin, la citoyenneté renvoie aussi à la notion de réseaux amicaux, familiaux, professionnels, de réseaux sociaux. Et donc à ce qui serait convenu d'appeler à des coopérations, à des formes de solidarité, qui sont la plupart du temps territorialisées. Territoire, identité, politique. 3 concepts. Et au cœur de ce triptyque, au cœur de ce triangle, nous pouvons intégrer le concept de culture citoyenne. Culture citoyenne, et donc en haut, territoire, en bas à gauche du triangle, identité, et à droite du triangle, donc politique. On a en effet affaire à un véritable défi qui vise à rendre citoyens les acteurs sociaux. Il s'agit alors de travailler sur les représentations sociales. La représentation sociale est définie, je cite, comme le produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou un groupe reconstitue le réel auquel il est confronté et lui attribue une signification spécifique, réelle, imaginaire et symbolique. La représentation sociale est donc une manière de penser notre réalité quotidienne. Ainsi, et pour prolonger cette 4e remarque, la citoyenneté, qui est à la fois, encore une fois, faite de discours et de pratiques, concerne les éléments suivants. Premier élément, la capacité à gérer sa vie en autonomie, en toute indépendance, si possible. La deuxième, le militantisme dans des structures associatives, dans des partis politiques, dans des syndicats. Bref, l'action citoyenne, les pratiques citoyennes au sein d'organismes. Troisième, les stratégies identitaires. Il n'y a pas de citoyenneté sans l'action déterminée des individus. Sans la volonté, sans les intentions, pour parler comme les philosophes. Les actes intentionnels. Des acteurs qui mènent des stratégies. Quatrième,
élément, l'utilisation des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous voyons bien l'importance d'être inscrit dans des réseaux amicaux, des réseaux associatifs, etc. Et enfin, la citoyenneté, encore une fois faite à la fois de discours et de pratique, concerne plus généralement la capacité à être adulte. Mais qu'est-ce qu'être adulte? On peut répondre de différentes manières et presque sous forme un peu de liste de courses. Je dirais d'abord, petit a, être adulte, c'est avoir intériorisé les interdits fondamentaux et les respecter. Et être capable de les transmettre. Être adulte, deuxièmement, faire valoir des limites à ce qui est admis et à ce qui ne l'est pas. Et là, je vous renvoie évidemment à cet aspect important de la civilité dans la société. Petit c, puisque le petit b, c'était faire valoir des limites, le petit c, c'est être responsable, c'est avoir à rendre des comptes, avoir à rendre compte de cette responsabilité qui me structure et qui fait de moi un sujet citoyen. Assumer de surcroît la responsabilité et la conséquence de ces actes. Du latin respondero est apparu le terme, le mot responsabilité. Respondero, je réponds de mes actes, je réponds de ma parole. Petit d, pour accéder au stade d'adulte, il faut avoir été initié. On ne peut grandir sans initiation, sans apprentissage, sans éducation, sans socialisation. Petit e, c'est consentir un certain sacrifice. Renoncer aux prétentions exorbitantes. C'est faire aussi l'apprentissage des limites. Petit f, c'est se former en se transformant. Petit g, c'est faire positivement l'expérience du conflit. C'est accepter de s'engager. Petit h, c'est être un modèle. Être adulte, c'est être un modèle identificatoire. Et il s'agira, lors de la prochaine séance, donc la numéro 3, il s'agira pour prolonger ce premier chapitre, d'évoquer dans un point 1.3 deux concepts majeurs qui permettent aussi de définir, d'interpréter, d'interroger la citoyenneté, à la fois la citoyenneté dans le discours et la citoyenneté en acte. Il s'agit de deux concepts majeurs, deux concepts clés. Identité et culture. Le point 1.3 s'intitule « L'identité et la culture », deux points, deux concepts clés. Et pour ne pas conclure, mais au contraire ouvrir déjà le débat, la discussion, la formation,
j'aimerais rappeler que ces deux concepts majeurs, deux concepts clés, à la fois de la sociologie, de l'anthropologie, sont en interaction. Parler d'identité, encore une fois, c'est définir la culture. Parler de culture, c'est définir l'identité. Entre identité et culture, des relations, pour reprendre encore une fois, à mon niveau en tout cas, le mot d'Edgar Morin, identité et culture entretiennent des relations dialogiques. Il y a une dialogie entre l'identité et la culture. Alors, grand A de ce 3.1, 1.3, donc l'identité et la culture, deux concepts clés. Grand A, l'identité. L'identité, personnellement, je n'aime guère ce concept. Je préfère, et de loin, analyser et interpréter la complexité de la réalité sociale à partir de ce que j'ai nommé avant et après d'autres, beaucoup d'autres sociologues notamment et philosophes. Je préfère parler et évoquer le sentiment d'appartenance plutôt que d'utiliser le concept d'identité. Mais l'identité et la culture sont des concepts trop importants de l'anthropologie, donc de l'ethnologie comme de la sociologie, pour qu'on ne revienne pas sur leur définition, sur leurs usages, en sociologie politique notamment. L'identité n'est pas seulement relative, elle est aussi relationnelle. L'identité désigne, l'identité exhibe, l'identité valorise et l'identité aussi discrimine. Il y a des choix qui sont faits par les acteurs, des choix qui sont faits par les groupes sociaux, des choix qui sont faits par chacun et chacune, des choix alimentaires, des choix vestimentaires, et en sociologie politique, par exemple, lors de l'élection, des choix électoraux. On désigne, par exemple, un aliment, on l'exhibe, par exemple la viande de porc. On le valorise, pour certains, on le discrimine, voire on l'interdit pour d'autres. Et donc, l'identité, comme concept, est évidemment une production sociale et non pas un État. Concernant l'identité, on peut aussi insister sur, on peut soit insister sur l'importance des événements de mai 1968 en France. On peut insister sur l'importance de mai 68 dans la transformation, dans la métamorphose, dans les changements, voire dans les ruptures identitaires. On peut insister sur l'importance de mai 68 comme tournant idéologique, changement d'identité nationale, régionale, sexiste, écologiste, etc. On peut donc insister sur les tournants idéologiques dans la réalité sociale et on peut aussi soit majorer mai 68 dans les analyses, mais on peut aussi minorer
mai 68. En tout état de cause, il me semble important d'intégrer parmi les changements, parmi les ruptures, à partir des événements de mai 68, on peut évoquer, intégrer la poursuite de la remise en cause, de la remise en question du scientisme. À la fin du XIXe siècle, seul ce que disait la science était vrai. Et à partir des années 1945, Nagasaki, Hiroshima, la bombe atomique, la bombe A, eh bien, les populations, pas uniquement japonaises, se sont rendues compte que la science pouvait à la fois rassembler, mais elle pouvait aussi, de manière tragique, diviser, y compris les corps humains. Donc, la science a commencé à être remise en question comme idéologie, comme dogme, voire comme pratique, des pratiques scientifiques, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et les événements de mai 68 ont accentué singulièrement cette remise en cause de la science, remise en cause du scientisme. En tous les cas, 3 dimensions du concept d'identité peuvent être rappelées ici. Le concept d'identité culturelle, territoire, stratégie et identité. Identité à la fois sociale et individuelle. En fait, concernant l'identité, beaucoup de choses ont été dites, y compris lors de la première séance, par mes soins. Mais je pense qu'il faut retenir le fameux théorème de Thomas, le garder à l'esprit. Quand les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. On ouvre les guillemets, donc. Quand les hommes considèrent certaines situations comme réelles, elles sont réelles dans leurs conséquences. C'est le fameux théorème de Thomas. Et auquel on peut ajouter l'idée chère à Merton, sociologue américain, l'idée du modelage qui se réalise. Un modelage de l'individu qui se réalise donc sur l'image qu'en ont les autres et la définition qu'ils en donnent. Et on le voit bien, l'importance de l'autre dans la construction de l'identité. On voit bien en conclusion de ce grand A, concernant l'identité, qu'il est vraiment nécessaire, plus que nécessaire, de bâtir des concepts heuristiques, c'est-à-dire qui ont une fécondité théorique. Un concept renseigne et nous enseigne. Il est plus que nécessaire de bâtir des concepts heuristiques pour éclairer une réalité sociale de plus en plus opaque, voire invisible. Il faut bâtir des concepts pour comprendre, pour expliquer, et ce, sans sombrer, si possible, dans les discours idéologiques, et surtout,
dépasser les préjugés, selon Durkheim, les prénotions, selon Platon, les idéologies, selon Karl Marx. Et je voudrais, pour aujourd'hui, conclure provisoirement en ouvrant la 3e séance au point B, intitulée justement la culture comme concept clé. Je voudrais terminer par l'idée selon laquelle, de mon point de vue, le principal ennemi du sociologue, c'est lui-même. Et je crois aussi que, à travers cette formulation, l'ennemi du sociologue, qui serait d'abord et avant tout lui-même, eh bien, c'est un appel à la vigilance, à la nécessaire objectivation de sa propre subjectivité. Il faut effectivement, comme l'avait souhaité et souvent rappelé et écrit le sociologue français Pierre Bourdieu, non seulement objectiver la subjectivité d'autrui, la subjectivité des enquêtés, mais il faut aussi, pour le sociologue, objectiver sa propre subjectivité. Je vous remercie.